Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la première vidéo sur Sophos Home Edition où nous l'avons installé dans une machine virtuelle Hyper-V. Je vais vous présenter dans celle-ci l'interface du pare-feu, comment elle fonctionne, et on va faire ensemble le paramétrage de base, c'est-à-dire comment rendre le pare-feu opérationnel et faire notre première règle de pare-feu pour un réseau type HomeLab. Et voilà, moi maintenant je suis passé sur une machine virtuelle qui était intégrée à mon labo, donc je n'ai rien eu besoin de faire sur ma partie IP pour pouvoir retrouver l'accès au pare-feu. Je l'avais bien mis en 10.1, donc je vois bien ici HTTPS 192.168.10.1 N'oubliez pas, vous, si vous aviez mis une IP en 172 à la main le temps de le faire sur votre machine de gestion, il faudra repasser sur votre plan d'adressage normal. Donc là, on va simplement faire continuer vers le site, et là on arrive directement sur l'interface du Sophos. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont plus l'habitude de manager les pare-feux en anglais plutôt qu'en français, attention, quand on se connecte à un Sophos, c'est ici qu'on change la langue, c'est pas une fois qu'on est connecté. Donc moi j'ai une petite préférence pour la gestion en anglais, donc je vais vous le présenter en anglais. Je suis plus habitué parce que les mots sont plus transposables en fonction des marques de pare-feu qu'on utilise, donc je préfère travailler comme ça. Donc on va se connecter avec le mot de passe qu'on a mis tout à l'heure. Et une fois connecté, on va retrouver l'interface de gestion de Sophos. Alors si vous voulez pouvoir gérer votre Sophos depuis le cloud, vous pouvez avec simplement l'outil Sophos Central que vous retrouvez ici. Et ici, vous allez retrouver vraiment un tableau de bord. Donc ça, c'est notamment une des choses que j'aime beaucoup chez Sophos. Je vous montrerai un peu plus en détail, mais on peut très facilement comprendre ce qui se passe sur notre réseau. C'est pas le cas de tous les pare-feux. On peut voir vite les règles en cours, l'usage du processeur. On va pouvoir très facilement voir qui est connecté à quoi. Très facilement faire des rapports de connexion par rapport à ce qu'on a suivi ou ce qu'on a logué. Donc ça c'est vraiment très pratique. On a un log viewer intégré ici qui est très facile d'usage, donc je vous le présenterai en temps voulu. Pour le moment, l'objectif c'est déjà de paramétrer le Sophos pour qu'il soit simplement utile dans votre réseau. Alors moi je vous conseille toujours de commencer par le menu sur la gauche. Donc là vous avez différents blocs. En fait, c'est très bien fait puisque dans le système, on va paramétrer vraiment tout ce qui est propre au boîtier, propre au pare-feu. Dans configure, c'est vraiment tout ce qui va être réutilisable, on va dire, des modules complémentaires qu'on peut utiliser dans le reste du pare-feu. Et après, dans Protect, on va retrouver l'ensemble des solutions de protection. On verra tout à l'heure. Et enfin, Monitor and Analyze, tout ce qui permet de suivre, d'avoir des informations complémentaires sur l'usage de votre réseau. Donc, dans le système, ce qui peut être intéressant faire en premier, c'est simplement d'aller voir dans la partie backup et firmware. Vous pouvez vérifier que la sauvegarde que vous avez paramétrée est fonctionnelle. Vous pouvez choisir éventuellement l'heure sur laquelle vous voulez le faire, tous les combien de temps vous voulez le faire, et comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi même paramétrer un serveur FTP sur lequel on envoie les sauvegardes. Je vous conseille fortement de régulièrement télécharger ces sauvegardes quand vous avez fini de faire des modifs. Ça vous permettra d'éviter en cas de souci tout simplement de devoir tout reparamétrer, surtout si c'est un firewall en production. Dans la partie firmware, je vous la présente rapidement, mais quand on a des mises à jour disponibles, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez faire check for new firmware et vous allez pouvoir aller directement le télécharger depuis ici, ou alors vous pouvez le télécharger à côté et l'uploader. Les deux sont faisables, c'est comme vous préférez. Donc c'est quand même un menu à connaître, et pareil dans Pattern Update, c'est ici que le Sophos va vous dire dans quelle version il est pour tous les différents logiciels qu'il embarque. Dans la partie administration, ici on va pouvoir notamment choisir comment on manage depuis quelle interface on peut manager le pare-feu. Alors, sur une interface LAN classique, c'est pas forcément gênant que vous ayez la plupart des services qui soient cochés ici. Alors ça va dépendre de votre usage, hein. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de laisser tout cocher. Par exemple, est-ce que votre Sophos sera utilisé comme relais de serveur email, oui ou non, ça dépendra. Mais si c'est pas le cas, ça par exemple vous pouvez le décocher. Pareil du coup sur la zone Wi-Fi. Est-ce que vous voulez qu'on puisse superviser votre Sophos en SNMP sur le réseau LAN potentiellement, mais peut-être que depuis le VPN et depuis le Wi-Fi, c'est pas forcément nécessaire. Donc là, ça va être à vous de voir. C'est un tableau à deux entrées. On voit les services qui sont
activés ou non, et on voit depuis quelle zone on les a activés. En sachant que ce qui est fait ici outrepasse les règles de pare-feu. Donc c'est interne au firewall, ça va être vraiment une règle qui se fait avant l'application des règles de pare-feu. Donc n'oubliez pas, si par exemple vous autorisez le ping depuis le one le temps de faire un test, mais que vous n'avez pas coché cette case, de toute manière votre pare-feu ne répondra pas au ping. Hein. Donc c'est bien ici qu'il faudra faire les paramétrages. Bien évidemment, par défaut, en production, je vous déconseille très fortement d'activer le management HTTPS par le WAN et également par SSH. Vraiment, on manage depuis les réseaux locaux, voire même depuis des réseaux dédiés, si vous avez la possibilité de le faire. Donc, ne cochez pas ces cases dans un environnement de production. Clairement pas. Voilà, donc ça c'est quelque chose à aller contrôler. Vous aurez la possibilité de changer le mot de passe admin si besoin, d'activer du MFA, donc voilà. Ensuite, c'est intéressant d'aller vérifier que l'heure est juste. Comme vous pouvez le voir, là, dans mon cas, elle n'est pas correcte, puisque on est en heure d'hiver. Donc on va pouvoir récupérer Europe-Paris, juste ici. Et cette fois, l'heure est OK. Ensuite, si vous voulez faire du SNMP dans votre réseau, c'est ici que vous allez pouvoir activer l'agent SNMP. Alors, vous avez la possibilité de faire du SNMP V3 avec des comptes ou du SNMP V1, V2 avec un nom de communauté, ça dépend de comment vous fonctionnez. Et si votre outil SNMP n'embarque pas l'amib de Sophos, vous pouvez la récupérer juste ici, c'est intégré par défaut. Donc ça c'est quand même très pratique. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire dans Host and Service, là c'est intéressant, c'est ici que vous allez pouvoir créer tous les objets que vous pourrez utiliser plus tard dans votre réseau. Alors là, c'est là où Sophos c'est très pratique, c'est qu'on peut utiliser plusieurs types d'objets, des objets IP, des groupes d'IP, des groupes de MAC si vous voulez faire des règles en relation avec une adresse MAC, des groupes de noms, des groupes de pays pour notamment du filtrage géographique, donc soit d'autorisation depuis certains pays, soit du blocage depuis certains pays. Et on peut remarquer qu'on a déjà des groupes qui sont faits par défaut, hein, et on peut faire les siens, c'est très, très pratique, ça permet quand même de réduire pas mal de scans de bots, parfois, de bloquer certains réseaux. Et après, bien évidemment, on a un ensemble de services qui sont créés par défaut, et on va pouvoir en créer des nouveaux en fonction de notre besoin. Et pour ceux qui ont suivi les vidéos sur pfSense, moi ce que j'aime bien faire sur un réseau local classique, c'est de ne pas autoriser tous les ports en sortie, parce que c'est le but d'un pare-feu, hein, c'est de ne pas laisser tout passer. Au-delà des filtrages qu'on peut rajouter dans les ports qu'on ouvre, l'idée c'est déjà pas d'ouvrir tous les ports, même s'ils sont pas... même d'ouvrir seulement les ports qu'on a besoin. Donc ce que j'aime bien faire ici, c'est tout de suite faire un groupe de services dans lequel je vais intégrer les services de base dont ont besoin mes équipements pour accéder à Internet. Donc je l'appelle en général base service, et je vais intégrer les services nécessaires. Alors, si vous avez un serveur DNS interne, vous n'avez pas besoin de cocher DNS. Si vous avez un serveur DNS externe, vous cochez DNS forcément, parce qu'on aura besoin de DNS pour sortir vers Internet. Bonne pratique dans un réseau de production, serveur DNS interne, et c'est lui seul qui a le droit de sortir vers Internet, parce que le port DNS reste relativement utilisé pour certains nombres d'attaques. HTTP, HTTPS forcément. ICMP si vous voulez pouvoir pinguer vers Internet pour des diagnostics, c'est très pratique. Si vous avez du mail, là vous avez IMAP que vous pouvez autoriser, donc ça va dépendre de votre fonctionnement en interne. Toujours dans le cadre du mail, POP3, POP3S, donc ça si vous faites du mail en interne qui n'est pas de l'exchange ou pas du webmail, vous devez activer ces ports-là. Pareil pour les SMTP, attention à manier avec précaution, ce sont des ports qui sont vite utilisés pour faire du spam par exemple sur des machines qui ont été verrouillées. Jusqu'ici, il va nous manquer juste NTP que j'ai dû rater quelque part, si on a besoin. Voilà, juste ici, pour que nos machines puissent se mettre à l'heure, hyper important pour les journaux et l'authentification. Donc là j'ai mes services de base pour accéder à Internet, donc je vais les valider et j'ai déjà mon groupe que je pourrais utiliser plus tard dans mes règles de pare-feu. Donc vous allez pouvoir aussi ici déclarer dans les autres les différentes IP de vos objets, par exemple si vous avez des serveurs que vous voulez, sur lesquels vous voulez faire des règles précises, c'est ici que vous allez pouvoir les créer, vous allez simplement faire le nom. Je vous conseille de faire correspondre le nom de vos serveurs avec vos noms d'objets, comme ça c'est plus facile pour ceux qui managent derrière vous. Et on peut bien évidemment aussi gérer des réseaux entiers, ou gérer juste des ranges d'IP ou des listes d'IP. Donc c'est très complet, on peut faire à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, ce qui est très pratique pour la gestion derrière. Et sans plus attendre, on va continuer en passant sur la partie network. Là on va pouvoir gérer toutes nos interfaces. Si vous gérez plusieurs interfaces physiques, c'est ici que ça va se passer, mais on peut aussi gérer des VLAN.
On peut aussi gérer des zones dans Sophos, alors ça c'est très pratique, puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, on peut activer ou non des choses en fonction de la zone sur laquelle on se trouve. Ce que j'aime bien faire moi dans les VLAN, c'est quand je fais des VLAN, je les fais correspondre à une zone. Comme ça je peux vraiment distinguer ce que je fais passer depuis mon VLAN vers Internet ou vers une autre zone. Ça permet vraiment d'avoir un filtre complet de bout en bout. Sinon, si vous faites des VLAN et que vous les attribuez tous sur des réseaux LAN, on le verra tout à l'heure quand on fait des règles de pare-feu, qu'on peut vite faire soit des erreurs de configuration, soit avoir du mal des fois à distinguer ce qu'on autorise. Je vous conseille vraiment de bien gérer vos zones en fonction de ce que vous utilisez et de faire correspondre vos zones au VLAN. Si vous avez plusieurs passerelles pour aller vers Internet, c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer celle que vous utilisez en priorité. Vous voyez, moi là, il y a ma DHCP Gateway, donc celle qui est sur le WAN, qui est en weight 1, mais admettons que vous avez une fibre et une 4G, c'est ici que vous allez pouvoir dire la prioritaire et celle qui l'est moins, on pourra augmenter le poids par exemple, on peut même mettre en actif et en backup. Et attention, si vous décidez de mettre une interface en backup, par défaut, elle est en backup de manière manuelle. Donc elle ne va pas s'activer si vous venez pas à l'activer vous. Si vous voulez vraiment que ça switch de l'une à l'autre, il va falloir simplement décider, par exemple, si vous l'activez si une autre gateway n'est plus fonctionnelle, ou alors si vous le faites s'il y a eu par exemple un ping qui fonctionne pas. C'est ici que vous allez pouvoir le faire. Et attention, par défaut, ça ping la passerelle. Donc si votre passerelle marche, votre box fonctionne, mais vous n'avez plus Internet, ça switchera pas, pareil, sur le second routeur. Ici, il faudrait plutôt mettre potentiellement un ping vers Internet, par exemple. Si je mettais ping vers 999, au moins je switch de gateway à partir du moment où je peux plus accéder à une ressource Internet. Voilà. Bon, de toute manière, dans mon cas, je n'ai qu'une seule passerelle, donc je vais la remettre en active, je vais sauvegarder, et ça va s'arrêter là, mais en production, c'est très courant quand même qu'on ait une fibre et une 4G. Ensuite, on peut décider des serveurs DNS qu'utilise notre Sophos. Alors, très intéressant, si vous voulez par exemple faire de l'authentification avec un URL DAP, n'oubliez pas de mettre vos serveurs DNS locaux pour que vous puissiez simplement communiquer avec votre AD. Donc moi je vais le faire, je vais mettre mon serveur DNS qui est 10.5, et en DNS2, mon deuxième AD qui est 10.6, et en troisième, vu que c'est un pare-feu, ça reste intéressant de mettre potentiellement un public, et je vais valider. Ensuite on a l'onglet DHCP, si vous voulez faire du DHCP sur une interface CXI, ça va se passer, par défaut vous en avez un qui est actif sur le réseau guest Access Point, donc sur le réseau de gestion des bornes Wi-Fi si vous en avez un. Moi je suis en Sophos Home dans une machine virtuelle, donc de toute manière je ne peux pas faire ça, mais il faut savoir que on peut tout à fait gérer des bornes Wi-Fi Sophos avec le pare-feu Sophos. Et après, pour le moment, la suite, on n'en aura pas besoin. On peut maintenant aller faire notre première règle de pare-feu pour restreindre un peu l'accès à Internet. Ça va se passer dans Rules and Policies, sachant que tout ce qu'on va retrouver en dessous, c'est simplement les différents modules de protection qui vont nous permettre d'activer après des protections dans une règle de pare-feu. Par défaut, vous voyez, vous avez une défaut network policy qui s'est créée, où c'est pour le LAN pour tous les autres, vers le WAN pour tous les autres, avec tous les services, avec un peu de filtrage. C'est une règle par défaut, c'est très bien, comme vous pouvez le voir, moi je suis sur ma machine, j'ai rien fait de particulier et j'ai tout de suite Internet, donc ça c'est plutôt cool. Ce que je préfère faire, moi après, c'est par-dessus faire ma propre règle propre et celle-ci la désactiver. Pareil, si vous n'utilisez pas le Sophos comme relais de mail, cette règle-là qui est active par défaut n'est pas nécessaire. Donc on pourra tout à fait la désactiver ensuite. Alors on va créer une nouvelle règle, comme ça en même temps on voit ensemble comment on fait une nouvelle règle. Déjà on va devoir lui donner un nom. Moi je vais l'appeler LAN to WAN, pour dire LAN vers Internet. Je vais la placer tout en haut. Je peux mettre ici une description accès à Internet de base. Je peux la grouper si je veux nettoyer, si je veux faire des groupes de règles pour comprendre plus facilement ce qui se passe en termes de règles de pare-feu. Quand je commence à en avoir beaucoup, ça peut être intéressant. Je vais loguer forcément ce qui se passe. Donc là, on va directement loguer sur le pare-feu. Ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très bien intégré dans le Sophos. Et c'est, je le rappelle, une obligation quand vous êtes en production sur un réseau d'entreprise. Attention, vous devez aussi toutefois prévenir vos utilisateurs. Et si c'est sur votre réseau personnel, je vous encourage fortement également à prévenir les personnes qui vivent avec vous
également que vous loguez ce qui se passe vers Internet. Ensuite, on va décider la zone source. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement, on peut facilement restreindre le trafic en fonction de la zone vers laquelle il vient. Et ça, c'est très pratique. Donc là, je vais faire du LAN to WAN, donc je vais simplement sélectionner le réseau LAN. Et ici, je peux soit restreindre encore un peu plus, c'est pas mettre un... Ici, je vais pouvoir du coup laisser un NI où je vais forcément être restreint par ce qui arrive par mon réseau LAN. Alors, si vous faites ça et que vous mettez tout le monde dans le réseau LAN, bon bah tout le monde pourra profiter de cette règle. Ce qui peut être bien, pour être sûr que ça vient bien de votre réseau LAN, c'est potentiellement de restreindre aussi le réseau, spécifier votre réseau IP. Donc on va le faire ensemble. On va créer un nouvel objet, on va faire add. Donc moi ce sera un network, un réseau. Je vais l'appeler réseau LAN. Je vais l'appeler network LAN. Et donc ce sera bien un network. Moi je suis en 192.168.10.0/24, donc vous mettez le vôtre, hein, et je vais valider. Comme ça, sur ma zone LAN, si je restreins en plus sur la bonne IP, je suis certain que s'il y a une erreur dans le paramétrage des zones, je ne vais pas ouvrir des portes sans faire exprès. On peut très facilement ici faire du schedule, donc de la planification. Ça, notamment pour les réseaux Wi-Fi, c'est très intéressant. Les réseaux Wi-Fi publics, vous n'avez pas d'intérêt à ce que les personnes qui sont sur des Wi-Fi publics accèdent à votre réseau Wi-Fi en dehors des ouvertures de votre entreprise, par exemple, si vous l'utilisez dans le cadre d'une entreprise. Vous allez pouvoir désactiver aussi bien le SSID, mais aussi bien l'accès Internet. Comme ça, vous êtes sûr que si quelqu'un arrivait à outrepasser l'accès en récupérant un câble d'une borne, par exemple, ou quelque chose, ben, il n'y aurait pas d'accès possible pour ressortir vers Internet. Là, moi, je suis sur ma règle de base, donc je ne vais pas mettre de planification. La zone de destination, ça sera WAN. Et ici, par contre, on laissera forcément ANY, puisqu'on veut accéder à n'importe quel IP qui se trouve vers Internet, hein, automatiquement. Ensuite, dans les services, c'est là où on va pouvoir décider des services qu'on autorise. Donc, par défaut, comme je disais, c'est ANY, mais on peut retrouver ici mes services de base que j'ai créés tout à l'heure. Donc là, je vais les valider, je vais prendre cela. Cette case-là sert à faire une liaison avec les utilisateurs quand j'ai une connexion avec LDAP, ce qui n'est pas mon cas. Et après, je vais pouvoir automatiquement créer la règle de NAT associée. On n'oublie pas, quand je sors d'un réseau local vers Internet, je vais devoir transformer mes IP locales en une seule IP publique, puisqu'en général sur Internet je n'ai qu'une seule IP publique. Donc on va devoir faire ce qu'on appelle un NAT éphémère ou un NAT masquerade. Donc ici chez Sophos ça s'appelle un NAT masquerading. Donc on va simplement créer cette règle NAT en fonction de notre règle de pare-feu. Donc c'est juste ici, ça va être la source qu'on va transformer. Si je laissais original, ça voudrait dire que je ne transforme pas l'IP source. Donc ça voudrait dire qu'une demande qui vient de 192.168.10.5 par exemple ressortirait de l'autre côté du routeur en tant que 10.5. Sauf que là on veut bien que notre IP soit transformée en IP publique. Donc qu'elle soit bien transformée en l'IP du pare-feu qui lui peut communiquer derrière avec notre box qui donne accès à Internet. Donc c'est ici où je vais appliquer le fameux masquerading. Donc chez Sophos c'est ce qu'on appelle le masquerading. Et je vais pouvoir valider simplement la règle de NAT. Après on va avoir le filtrage, les différentes solutions de sécurité. Policy. Ça, c'est un système de filtrage intégré à Sophos qui permet de bloquer des sites internet. Donc par défaut, vous avez un certain nombre de stratégies qui existent. Comme vous pouvez le voir, vous avez, c'est assez parlant. On a notamment la Default Workplace Policy qui va permettre de bloquer un certain nombre de cas. Donc là, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire en entreprise. Ça peut être très bien, justement, cette fameuse Default Workplace Policy. Donc là, juste pour vous montrer, je vais cocher la Default Workplace Policy. On essaiera d'accéder à un site tout à l'heure. Donc là, vraiment, c'est chacun qui voit ce qu'il veut bloquer. En sachant que si on veut vraiment que cette web policy marche à tous les coups, ça va être important aussi de mettre en place ce qu'on appelle du déchiffrement HTTPS. Donc j'y reviendrai sur une vidéo, ultérieure, mais à savoir que le déchiffrement HTTPS, ça permet de lire le contenu HTTPS qui lui est chiffré normalement. Attention, contenu chiffré, si vous le déchiffrez, d'un point de vue confidentialité, c'est pas forcément adapté, donc important de prévenir vos utilisateurs, mais en même temps, c'est le seul moyen de vraiment protéger ce qui passe dans votre réseau. Après ici, on va pouvoir scanner avec un antivirus tout ce qui est HTTP et de l'HTTPS déchiffré. Voilà, donc là moi je vais pas le mettre parce que dans mon cas j'en ai pas forcément besoin. Et on va pouvoir aussi rajouter des scans sur les FTP si c'est le cas. Moi de toute façon je vous même pas le port FTP ici. Et notamment la fameuse option ici pour déchiffrer l'HTTPS, donc j'y reviendrai. Et on a une autre fonctionnalité qui est très utile dans Sophos que je trouve vraiment bien, c'est le filtrage applicatif. Où on peut ici notamment bloquer par exemple ce qui est téléchargement en peer-to-peer, ou ce qui est bloqué
bloquer, là si on fait un nouveau template, je pourrais vous montrer tout à l'heure, mais on peut notamment bloquer tout ce qui permet de contourner le pare-feu. Donc tout ce qui est VPN, prise en main à distance, proxy, parce que ça sert à rien de faire des règles de filtrage si derrière on peut contourner votre pare-feu en 3 clics, quoi. Donc ici on pourra facilement bloquer toutes ces applications qui pourraient permettre de contourner votre pare-feu ou prendre trop de bandes passantes. Ici, si on active l'IPS, on va pouvoir mettre en place des règles de prévention d'intrusion. Donc ça c'est vraiment, on va analyser le trafic et voir si on repère du contenu qui pourrait être similaire à une attaque. Et on pourra enfin faire de la qualité de service avec Shape Traffic, où on peut facilement réserver du débit ou bloquer du débit, mettre de la priorité. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Et on peut même envoyer du marquage DSCP sur le trafic qu'on envoie vers Internet pour prévenir notre opérateur, par exemple, que c'est de la VoIP ou du contenu qui est prioritaire. Alors ça marche que si votre opérateur accepte le marquage DSCP. Voilà, donc là je vous ai un peu présenté comment on fait une règle de pare-feu, on va simplement la valider. On va bloquer la fameuse règle par défaut dont je vous parlais, puisque normalement on a fait une règle qui va bien. Comme je disais tout à l'heure, on peut aussi désactiver si on n'a pas besoin la partie SMTP, SMTPS. Hein. Et là, on a un peu limité la surface de sortie pour nos machines. Donc là, je vais vérifier que j'ai Internet, tout simplement. Donc là, on va tenter un accès. Donc là, on va simplement faire une tentative d'accès à Internet du nombre de ports accessibles. À ce stade, on a bien mis en place une protection avec notre pare-feu Sophos, très basique pour le moment, hein. On va aller un peu plus loin au fur et à mesure des vidéos, mais à ce stade, vous avez en tout cas l'accès Internet qui est géré par le pare-feu Sophos, qui permet du coup de passer du réseau interne vers le réseau externe, et on a un peu réduit la surface de sortie de nos machines, avec une restriction par service, et on a déjà mis en place un petit filtrage web. Donc on verra au fur et à mesure des vidéos la suite pour augmenter la sécurité, donc déjà d'un point de vue disponibilité, en mettant 2 pare-feux, et après d'un point de vue amélioration des débits avec de la qualité de service, d'un point de vue sécurité en vous présentant un peu les filtrages applicatifs et web plus en détail, et on fera aussi une règle entrante que je vous montre comment on peut par exemple mettre un filtrage géographique sur tout ce qui rentre dans notre réseau. Et ensuite on fera aussi des vidéos dédiées sur le travail à distance avec les VPN, notamment SSL pour les itinérants et du VPN IPsec pour le site à site. Donc je vous invite à me suivre si vous voulez voir la suite de ces vidéos sur Sophos. Le paramétrage initial est fait, on fera pour la prochaine vidéo déjà la mise en place de la haute disponibilité. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.